Nandi Angalikiana. Femme, es-tu une femme de cœur, une femme de raison ou une femme de cœur selon la raison? Selon les spéculations qui persistent dans notre société, la sagesse de l'homme se situe dans le cerveau, endroit où réside l'intelligence. Par contre, celle de la femme se situe dans le cœur, endroit où réside l'émotion. C'est ainsi que cette dernière, rendue faible par son émotivité, a besoin d'une main d'homme pour la soutenir. Mais autour de nous, de plus en plus de femmes tiennent leur foyer, telles des véritables maîtresses de maison. Est-elle un être faible comme certains le pensent, ou une réelle force motrice? Sur ce plateau, nous allons en parler ce soir avec Madame Linda Bombo. Bonsoir Madame Linda. Bonsoir Madame. Alors Madame Linda, vous êtes écrivaine, chantre, fondatrice de l'ONG Impelode. Bref, plusieurs casquettes avec lesquelles on peut vous présenter. Mais principalement, vous êtes auteur de l'ouvrage Femme, force motrice. Pourquoi femme, force motrice? Parce que nous savons, la Bible dit, la femme est une créature faible. Et nous tous, nous savons que la femme est de nature faible. Mais pourquoi comparer la femme à une force motrice? Voilà, d'abord, je voudrais rectifier. On a toujours dit, on a toujours cru que la femme était un être faible. Ouais. Et ces personnes, quand ils parlent de la faiblesse de la femme, je pense qu'ils font allusion à son physique, à sa délicatesse. Elle n'a peut-être pas la même force physique que l'homme. Mais c'est vrai qu'on voit de ces femmes aujourd'hui, physiquement, elles sont beaucoup plus fortes que l'homme. Mais naturellement, l'homme est beaucoup plus fort physiquement que la femme. Mais il faut dire que la femme n'est pas ce sexe faible dont on a toujours dit. Parce qu'une femme, quand elle est enceinte, nous savons tous qu'elle porte un poids que l'homme ne pourra vraiment pas supporter pendant 9 mois. Mais cette femme, elle a la capacité de porter un poids 10 kg, 5 kg en elle pendant 9 mois. C'est pas facile, ça pèse. Mais quelqu'un de faible n'est pas à mesure de faire ce que cette femme accomplit. Donc, ce n'est pas un sexe faible. Donc moi, quand je fais allusion à la femme force motrice dont parle mon livre, je parle de la force mentale. Mentalement, intellectuellement, spirituellement, la femme, elle est plus forte que l'homme. Je n'aimerais pas mettre les deux êtres en comparaison ni en compétitivité, mais une chose est vraie, la femme n'est pas un être faible, c'est une force. Et pensez-vous que comment est-ce que la femme peut reconnaître toutes ses compétences? Tout ce que vous venez de dire, toutes les femmes ne se connaissent pas en elles, mais comment elles font pour se reconnaître en soi? D'abord, avant de répondre à cette question, je vais peut-être rentrer à la première question pour essayer d'expliquer la femme force motrice d'après Linda dont parle le livre. Donc pour moi, une femme force motrice, c'est une femme qui a pris connaissance de sa capacité morale, mentale, spirituelle. C'est une femme qui a pris connaissance de ses compétences, de ses talents et qui se levait. Parce qu'on est faible lorsqu'on ignore qui on est, lorsqu'on ne sait pas où on va. Mais on devient fort lorsqu'on découvre le but de notre existence sur Terre, le but de notre mission. Voilà, cette femme, elle est faible, elle se laisse écraser parce qu'elle ne sait seulement pas qui elle est. Tant que l'homme ne connaît pas sa valeur, il est faible, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. On est faible lorsqu'on ignore qui on est. Je donne l'exemple d'un enfant, un héritier, qui a perdu ses parents, mais il ignore que ses parents étaient vraiment riches. Il vit une vie de pauvreté jusqu'au jour où il atteint 18 ans, qu'il se rende compte qu'il était millionnaire. Donc tant que cet enfant n'a pas encore 18 ans,
Il ignore même le compte bancaire que ses parents ont laissé, les richesses qu'il a laissées. C'est un être faible. Moralement, il se sent incapable. Mais le jour qu'il découvre la richesse de ses parents, je vous assure que cette personne va changer complètement. Ça sera deux personnes complètement différentes. Donc la faiblesse de l'homme, c'est lorsqu'il ignore qui il est. Et il ignore le but de son existence. Donc cette femme devient une force lorsqu'elle découvre qui elle est. Et comment découvrir ses potentialités, ses talents. Et je parle dans chacune de mes interventions, même des conférences que j'ai eu à organiser, je parle toujours de la rencontre de soi. Tant que tu n'as pas fait la rencontre avec toi-même, tu ne sauras pas qui tu es. Et comment faire cette rencontre avec soi-même? La première démarche à faire, c'est d'abord de faire la rencontre avec le Créateur. C'est lui qui nous connaît mieux que nous-mêmes, qui sait exactement pourquoi il nous a envoyés sur terre. Lorsque nous faisons la rencontre avec le Créateur qui est Dieu, il nous renvoie l'image de ce qu'il attend de nous. Et cette image nous est renvoyée par la prière, par la communion avec le Saint-Esprit. C'est l'être idéal qui peut nous aider à nous découvrir, voilà, à nous éclairer, à nous orienter. Voilà, c'est l'une des démarches à faire, la rencontre de soi. La rencontre avec son Créateur qui nous met en contact avec le Saint-Esprit qui est l'être par excellence qui nous aide. Et la rencontre, la deuxième démarche, c'est de rentrer en soi. Et quand nous rentrons en soi, nous faisons une étude de qui on est. Nos points forts, nos points faibles, c'est facile à découvrir. C'est pas assez facile, hein? C'est facile lorsque nous rentrons en nous-mêmes. Parce que moi, je l'ai fait. J'ai eu à découvrir cela. J'ai fait la rencontre avec le Créateur, ce qui m'a mis en contact avec le Saint-Esprit. J'ai commencé une relation d'intimité avec. Il a commencé à me parler de moi. Il fallait que je puisse faire une étude sur moi. Qui est Linda? Donc, quelque part, il faut vraiment être profondément en Christ. C'est très important. Oui. C'est très important. Parce que lorsqu'on n'est pas en Christ, je dis toujours, on mène une vie de tâtonnement. On tâtonne, on essaye ci, ça ne marche pas, on essaie ça, et jusqu'à ce qu'on va trouver, ça marche. Mais Dieu nous aide à faire les choses avec précision. Même lorsque nous pensons que ce qu'il nous demande de faire n'est pas ce qu'il nous faut, mais lorsque nous avançons, on va se rendre compte que ce que Dieu nous avait demandé de faire, c'était important par rapport à l'endroit là où il nous envoie. Donc, Madame Linda, femme force motrice, nous avons bien lu votre ouvrage. Quelque part, vous dites que l'homme est le miroir de la femme. Pourtant, dans votre ouvrage, vous avez montré toutes ces compétences que vous venez de dire là, la force de la femme. Mais après, vous dites que l'homme est le miroir de la femme. Que voulez-vous dire par là? D'abord, je dois d'abord dire d'où me vient cette phrase. J'avais assisté à un mariage il y a plusieurs années passées et c'est le pasteur qui prêchait qui a parlé de ça. On était tous surpris et il a commencé à expliquer. C'est là que j'ai compris que non, il avait raison. L'homme est le miroir de la femme. Comment? Je rentre dans l'histoire d'Adam et Ève. La femme a été tirée de l'homme. Tout le monde le sait. Et la femme vient de l'homme et l'homme vient de la femme. L'homme devient le miroir de la femme parce que c'est lui qui renvoie à la femme l'image qu'elle doit être. Comment? On demande à la femme d'être soumise. Mais il est difficile qu'une femme soit soumise à son mari si ce mari ne le renvoie pas une image positive. Je parle de l'amour et du respect. C'est une très bonne leçon, oui. Voilà. Je parle de l'amour et du respect. La femme devient soumise automatiquement lorsque l'homme lui renvoie l'image de l'amour. Quand la femme se sent aimée par son mari, automatiquement, elle devient soumise. L'homme est miroir de la femme dans quel sens encore? L'homme est le père, l'éducateur dans le foyer. Hormis la femme, c'est vrai, la femme est une éducatrice, mais l'homme joue le rôle d'un père pour sa femme. Donc, quelque part, les hommes ne doivent plus se plaindre sur la façon d'être de femme parce qu'elle ne reflète que c'est l'image, voilà, elle ne reflète que l'image que l'homme lui transmet. Donc, quelque part, tu as une mauvaise femme à la maison, dis-toi que tu es un mauvais mari. Voilà. Donc, tous les hommes qui prétendent, qui clament avoir des mauvaises femmes, c'est eux qui ne donnent pas une bonne image, un bon exemple à ces femmes. Une femme qui a longtemps été trompée, il ne faut pas être surprise qu'un jour que cette femme trompe son mari. Parce que ça devient instantanément comme ça, inconsciemment. Parce que quelle image tu as transmise à ta femme? C'est comme un parent, un éducateur. Autrement dit que la femme dépend jusqu'aujourd'hui de l'homme sur le plan mental. Il faut l'accepter. La femme a été créée à partir de l'homme.
la femme est créée pour l'homme. Et quand je parle du miroir de la femme, je fais allusion du mariage, pas de la société en soi. Parce que lorsqu'on parle de la soumission, on parle de la soumission de la femme dans le mariage, pas dans le domaine professionnel. Non. Là, je parle du respect. Il faut le respect entre l'homme et la soumission, c'est dans le mariage. Voilà. L'homme devient le miroir de cette femme parce que c'est lui l'éducateur de sa femme. Qu'est-ce que tu transmets à ta femme? Quelle image tu transmets à ta femme? Quelles sont les valeurs que tu transmets à ta femme? Aujourd'hui, un homme peut prendre une femme, peut-être illettré, je peux employer le mot, mais il peut faire de cette femme une femme bourrée de talent, une femme instruite. Mais quand c'est le contraire, c'est pas facile du tout. C'est pas facile qu'une femme puisse changer un homme, mais l'homme a la capacité de changer sa femme. Voilà. Donc quelque part, là, nous nous contredisons en même temps parce que nous disons que la femme a une force motrice, oui, hein, qui est capable de tout pour son homme. Maintenant, là, c'est l'homme qui guide la femme. Oui, l'homme guide la femme n'est pas capable de tout. L'homme, au fait, je dis toujours, il y a un chapitre dont je parle de la complémentarité. Ils sont complémentaires. Une femme ne peut réussir sans l'homme et l'homme ne peut réussir sans femme. Ce n'est pas en vain que Dieu a mis ces deux êtres sur terre. Ils se complètent, ils ont besoin de l'un à l'autre. Donc je ne vois pas une femme réussir, émerger sans un homme. Et je ne vois pas une femme émerger sans un homme à ses côtés. Donc on a besoin de ces hommes. On les aime et on a besoin d'eux. Dieu n'est pas bête, hein, de pouvoir penser qu'il lui manquait qu'un être humain de créer la femme. Revenons encore sur votre ouvrage « Femme, force motrice », Madame Linda. À un moment donné, vous avez comparé la femme occidentale à la femme d'Orient, hein, à la femme d'Afrique. Voilà. Et vous dites que la femme occidentale est une source d'inspiration, voilà, pour la femme d'Orient et la femme, voilà, d'Afrique. Vous pensez réellement que la femme d'Orient est une source d'inspiration pour nous? Comment? La femme occidentale, c'est une femme qui s'est levée un peu plus tôt que la femme africaine et orientale pour défendre ses droits. C'est cette femme qui s'est battue durement. On a toutes les preuves. On a la date du 8 mars qui est célébrée mondialement parce qu'il y a des femmes occidentales qui se sont élevées pour se battre pour leurs droits. Aujourd'hui, si la femme travaille, il faut le dire, c'est parce que la femme occidentale a eu à se battre pour ses droits. Aujourd'hui, si la femme a le droit de ceci, a le droit de cela, c'est parce que cette femme occidentale s'est levée, s'est battue. Cette femme est une source d'influence pour la femme occidentale, orientale et africaine. Cette femme est un modèle pour cette femme de deux catégories, africaine et la femme orientale. Mais il y a un petit problème dont j'ai énuméré dans ce chapitre. C'est vrai que la femme européenne nous influence beaucoup. Elle nous a beaucoup donné. Lorsque nous voyons ce que cette femme fait, ça nous motive, ça nous donne la force, nous, femmes africaines, d'aussi se lever. Si la femme occidentale a pu se lever, à se battre, nous aussi, on a la capacité de le faire. Il faut le dire. Mais il y a un problème, il y a un hic. Cette femme n'est pas une femme parfaite. On ne peut pas prendre tout ce que la femme occidentale fait. Ça ne veut pas dire que tout ce que cette femme est 100% bon. Nous, les femmes africaines, orientales, on a aussi des valeurs. On a aussi quelque chose à apporter auprès de cette femme occidentale. Oui. Et il y a une phrase que je dis, la femme occidentale, elle s'est tellement battue pour ses droits au point de négliger ce qui en est ses devoirs. Est-ce que cette femme aujourd'hui est un modèle pour la femme africaine? À 100%, je ne pense pas. Et je lance un message à toutes les femmes africaines orientales. On ne peut pas tout prendre de la femme occidentale. Oui, on a notre culture, on a nos valeurs. On a plus le respect de notre corps, contrairement à la femme occidentale. Et c'est à nous d'influencer positivement cette femme. Elle s'est battue pour nous. Oui, on est vraiment reconnaissante pour ce que cette femme a fait. Mais je pense que c'est l'heure pour la femme africaine orientale de se lever aussi et d'influencer positivement cette femme. D'aider cette femme occidentale à retrouver son rôle de mère, d'éducatrice. Que cette femme puisse retrouver ses valeurs féminine. Cette femme aujourd'hui s'expose, se vend facilement à la télé pour des publicités. Le corps de la femme occidentale
n'a plus de valeur, c'est quelque chose de rien. Donc on peut se rattraper pour corriger. Oui, pourtant le corps de la femme a de la valeur, est précieux. Donc il faudrait protéger, il faudrait bien couvrir ce corps. Et ça, c'est le rôle, la mission de la femme africaine et orientale. On doit se battre pour aider cette femme qui est notre semblable à pouvoir se relever parce que l'humanité dépend de la femme. L'éducation tourne autour de la femme. Alors, cette femme, je salue sa bravoure, je ne la juge pas, je ne la condamne pas, mais le moment est venu pour la femme occidentale de Comme rentrer. quoi on dit qu'aucun de Liboso et Zako Voilà. donc Voilà. la femme d'Orient, Voilà. la femme d'Afrique. Elles ont été nos prédécesseurs dans le combat, dans la lutte. Et là, il est temps qu'on prenne le relève parce que Voilà, nos valeurs c'est le sont moment. en train d'être Voilà, d'être oubliées, détruites, voilà. d'être détruites. Justement, Voilà. vous avez parlé aussi du corps de la femme, Oui. que la femme doit se garder pure jusqu'à son mariage. Vous faisiez allusion à quoi? Bon, j'aime, à chaque fois que je repense, j'aime rentrer en arrière et puis voilà. En faisant allusion toujours de la femme occidentale. La femme occidentale nous a fait comprendre que le corps de la femme n'avait point de valeur, que cette femme pouvait coucher de gauche à droite, cette femme pouvait se vendre même sur des vitrines, cette femme pouvait faire de la pornographie, que cette femme pouvait, au nom de ses droits. Non, je ne pense pas que ce sont des droits. C'est une façon de diminuer la femme. Mais est-ce que cette femme occidentale sait qu'elle a aussi des devoirs? Est-ce qu'elle sait que la société attend beaucoup d'elle? Quand je parle de la pureté, nous savons tous que la Bible nous parle de la virginité de la femme. Oui, c'est quelque chose de sacré. Beaucoup l'ont perdu. C'est pas... Elles ne doivent pas se mettre la corde au cou. Elles ne doivent pas se mettre à l'écart. Elles ne doivent pas se sentir mais comme des erreurs de la nature ou bien elles ont échoué. Non, on fait tous des erreurs. On est tous passés par des histoires. Mais cette femme seulement doit comprendre qu'il est possible de rentrer sur le droit chemin. Il est possible de recommencer à zéro. Il est possible de se garder pur. Peu importe les erreurs que nous avons faites dans le passé, de juste reparer avec Dieu et de comprendre le rôle, la valeur de notre corps et de se garder. Vierge ou plus vierge, juste se consacrer pour le mariage. Une fois fiancés, garder la pureté, l'homme et la femme, vous gardez pur pour le mariage. Et quand je fais allusion aussi à la pureté, je parle aussi de la pureté morale, hormis la pureté physique et tout, sexuelle plutôt, il y a la pureté physique, la pureté morale. Quand je parle de la pureté physique, je parle de l'exposition du corps. Oui, accoutrement. Voilà. La femme a la facilité aujourd'hui d'exposer sa poitrine. C'est ce qui la diminue? Voilà. Voilà. Vraiment, ça la diminue. Oui. Exposer son ventre, exposer ses cuisses. Pourquoi, soi-disant, elle doit mettre ses atouts en valeur? Les atouts de la femme, c'est au niveau mental. Ce n'est pas le physique. Non. J'ai suivi, j'ai l'habitude de suivre quelques émissions vestimentaires parce que je suis aussi styliste. Voilà, j'aime tout ce qui a trait à la mode et tout ça. Je suis ça vraiment de près, voir les lacunes, les failles, essayer de corriger ça et faire mieux. Et il y a des émissions qui nous disent que tu dois mettre tes plus beaux atouts en valeur. Si tu as une belle poitrine, il faut le dégager, l'exposer. Si tu as des très belles jambes, des très belles cuisses, il faudrait mettre des choses assez courtes parce que c'est ça ta plus belle... ta plus belle partie du corps et tout, voilà. Voilà. Tout, quoi. Voilà. Si tu as un beau ventre plat, il faudrait mettre plus des choses. Je me rends compte que c'est faux. Parce que moi, à l'époque, j'ai cru que c'était comme ça que les choses devraient se faire. J'ai eu aussi à passer par ça. Je m'étais dit que non, mes atouts les plus forts, c'est ça. Alors, je dois le mettre en valeur, les laisser ouverts, les exposer. Parce que ça fait partie de ma beauté, de ma féminité. Et je dois m'accepter. Non, s'accepter ne veut pas dire s'exposer. Non. Donc, Madame Linda, l'accoutrement de la femme vraiment rend la femme impure? C'est une conception personnelle ou c'est général? Non. En fait, c'est pas que son accoutrement lui rend impure. Mais elle se suit, au fait, d'elle-même en s'exposant, en s'évendant. Elle se suit et elle devient une occasion de chute. Mais seulement une chose que cette femme doit savoir, que tout est permis, tout n'est pas utile. La mode, moi je disais que je suivais la mode de près. Mais on n'est pas obligé de tout mettre. Tout ce que nous voyons sur les vitrines ne sont pas faits pour nous. Il y a des tenues des scènes, il y a des tenues des cinémas. Aujourd'hui, la femme africaine prend tout.
tout ce qu'elle voit à la télé, sur la chaîne I, elle prend tout. Pourtant, il y a des choses à prendre, il y a des choses à ne pas prendre. Il y a de ces tenues à mettre et de ces tenues à ne pas mettre par rapport à la morphologie de la personne. Parce que je suis aussi coach en développement personnel. Wow. Voilà. Je l'ai dit au départ, Voilà. Plusieurs casquettes. Je relook les gens par rapport à leur accoutrement, par rapport à leur personnalité, par rapport aux événements et tout, c'est très important. Il y a des habits à mettre dans les mariages, dans des cérémonies culturelles et tout. Donc, tout ça, c'est important. La femme africaine doit vraiment comprendre tout ça. Il y a aussi des tenues, des scènes. Oui, surtout que ça nous lie à notre culture. Je reviens sur la pureté où vous avez parlé de la virginité de la femme. Avec la modernité aujourd'hui, les temps qui courent aujourd'hui, la virginité n'a plus de valeur. D'ailleurs, j'entends même des filles, des jeunes filles ou même des femmes dire que ce n'est pas ça qui fait d'une femme sage. Qu'en pensez-vous? Oui, ce n'est pas ça qui fait d'une femme sage. Ça, c'est vrai, parce qu'il y a des femmes qui ont été abusées. Mais ce sont des bonnes femmes. Il y a des femmes qui ont été piégées par des hommes. Mais ça ne veut pas dire que ces femmes sont des prostituées ou bien des bordels, non. Il y a de ces femmes qui ont été victimes d'un mauvais fiançailles qui n'a pas marché. Et elles ont été perdues dans la relation. Elles ont cru avoir donné et tout. Et elles devraient recevoir un mariage. Mais ça n'a pas abouti. Ça ne veut pas dire que toutes ces femmes sont des moins sérieuses. Ça ne veut pas dire que toutes ces femmes sont des mauvaises femmes. Non. Elles ont été victimes juste de l'homme. Elles ont été victimes de la mauvaise intention de l'homme. Donc, toutes ces femmes qui sont peut-être plus vierges, ça ne veut pas dire que ce sont des mauvaises femmes. Ça, je veux vraiment mettre une parenthèse, vraiment m'atteler sur ça. Parce que je connais des filles qui sont encore vierges, mais si je vous dis tout ce qu'elles font, je vous assure, la sodomie, ne reflète pas la pureté. Voilà, j'aimerais juste ne pas énumérer tout ce qu'elles font, mais elles gardent devant, mais derrière, partout, elles font tout. Mais donc, la quelque part pour pornographie, dire tout ça, la masturbation, tout ça, mais elle a toujours son hymen. Je ne parle pas de la virginité. C'est pas une garantie, non, alors. non, je parle de son hymen. Ouais. Mais tout est déjà utilisé, tout est utilisé. Pornographie, masturbation, sodomie, tout ça. Et cette virginité, je dis, c'est d'abord mental, moral d'abord. La virginité est de 1, morale, de 2, physique. Donc, j'aimerais dire à toutes les femmes de ne pas être victimes de la mode. Il y a de ces choses, peu importe la mode, peu importe des années passent, elles restent telles. Qu'on ne se laisse pas influencer par la société, par la culture européenne. Parce que, hormis la chrétienté, on est des pierres précieuses, on est la prunelle de l'œil de l'Éternel. Nous sommes plutôt les prunelles de l'œil de l'Éternel. Alors, nous devrons communiquer ces valeurs à nos enfants qui viendront après nous, qu'elles se battent. Même si nous, ça n'a peut-être pas marché avec des circonstances de la vie, des victimes, on est des victimes, plusieurs sont victimes de beaucoup de choses, mais que ces valeurs soient communiquées à nos enfants, à nos petits-enfants, de se battre pour se garder vierges physiquement et moralement. Oui, nous sommes peut-être victimes, nous avons peut-être perdu, mais il y a une génération qui compte sur nous pour relever le défi. Voilà. Justement, vous avez aussi soulevé la violence à la femme sur le plan universitaire, à leur travail. Les femmes aujourd'hui sont victimes de violences par leurs professeurs ou encore leurs patrons. Vous ne pensez pas que la faute dans ce cas est partagée? Ou encore la femme, elle fait toujours sa victime? C'est vrai que la faute est partagée, mais j'aimerais d'abord préciser que déjà la femme en soi, cette femme qui se donne et tout en retour d'un travail, c'est une femme déjà qui se sous-estime. C'est une femme qui ne reconnaît pas ses valeurs, ses compétences. Déjà, c'est une femme qui est faible moralement, ce n'est pas une femme force motrice. Donc, c'est une victime parce que la société l'a dit qu'elle devrait se plier aux caprices du patron pour avoir son boulot. Elle devrait se plier aux caprices du professeur pour avoir ses points. C'est la société qui lui a communiqué cela. C'est sa famille qui l'a écrasée, qui l'a fait comprendre que sa vie tournait au mariage. Sans le mariage, elle n'est rien, elle n'est pas respectée. C'est sa famille qui lui a fait croire qu'elle avait besoin, pour être respectée, elle doit ramener de l'argent à la maison. Et si elle ne le fait pas, elle est traitée de n'importe quoi.
Le problème, c'est le message. Quel message que cette femme a reçu dans la société? Quel message cette femme a reçu dans sa famille? La femme devient que ce qu'elle a reçu. On ne donne que ce qu'on a. Le problème, il faudrait véhiculer maintenant des messages positifs à la femme. Des messages, il faudrait faire des sensibilisations. Toutes ces femmes députées, leur mission est celle de se lever pour aider la femme africaine congolaise à retrouver sa place. Que cette femme retrouve d'abord sa valeur. Que vous avez plus tendance à condamner les hommes, les patrons et leurs profs de l'université que de veiller la conscience de la femme. Non, parce que comme je dis toujours, la femme, c'est un être qui a besoin de l'homme à ses côtés. Quel message cette fille a reçu de son père? Qu'est-ce qu'elle a vu dans sa famille? Comment son père vivait avec sa femme? Est-ce que ses papas étaient un papa fidèle? Est-ce que ses papas n'avaient pas des violences sur sa femme? Elle a vu, elle a capté, pour elle, elle s'est dit que c'est normal. Je n'encourage pas la femme, mais que cette femme puisse juste comprendre que c'est une force. Elle ne doit pas se laisser influencer, elle ne doit pas vendre son corps pour des points. Elle ne doit pas non plus céder aux avances du patron. Parce que cette femme, le jour qu'elle va se découvrir, elle se rendra compte qu'en elle, il y a des entreprises. Elle se rendra compte qu'elle est plus compétente que son patron et que demain, elle pourra avoir au-delà de ce que son patron a. Donc, il faudrait juste communiquer un bon message à cette femme. Elle n'est pas une victime comme telle, mais c'est quel message qu'elle a reçu. Je ne l'encourage pas. Je dis non aux harcèlements sexuels. Je dis non à toutes ces femmes qui se donnent pour des points. Parce que moi, j'ai été aussi victime à l'université, mais j'ai dit non. Je suis allée ailleurs, j'ai accepté de reprendre l'année. Et puis, je me suis dit, non, il faudrait aller vers mon créateur qui me dit, soit j'arrête les études, soit qui m'oriente dans un endroit où je serai mieux traitée, où je serai respectée, qui me donne des stratégies pour me protéger face à ces prédateurs que j'appelle les professeurs et les assistants. Grâce à Dieu, je suis allée, comme je dis, il faut toujours rentrer chez son créateur. C'est lui qui m'a donné des stratégies, comment il fallait se protéger face à ces gens et là où je devrais aller. Le plus important dans la vie, c'est être exactement là où Dieu nous attend. Parce que lorsqu'on est là où Dieu nous attend, il nous protège. Il donne même les moyens qu'il faut, les anges qu'il faut pour veiller sur nous. Et l'onction de Dieu est sur nous, qui veille sur nous, qui nous accompagne, qui nous conduit. Justement, donc c'est vraiment très important. Être responsable de ses actes, être là où Dieu nous attend. Je rappelle aux téléspectateurs que Madame Linda est aussi chantre chrétienne. Donc, je proposerai à nos téléspectateurs de découvrir aussi ses talents. C'est pour stimuler le goût de la lecture auprès de ses élèves que le membre de l'ONG Implode pour la promotion de la lecture se sont retrouvés. Objectif, sensibiliser davantage ces futurs cadres du pays sur l'importance à accorder aux livres en les octroyant quelques brochures. Ce geste s'inscrit dans les cadres de la célébration de la Journée internationale du livre et des droits d'auteur. C'est ici à l'école que nous trouvons des personnes instruites qui savent lire au fait pour distribuer les livres et nous savons d'abord que ces élèves sont les futurs dirigeants de demain. Donc nous avons voulu d'abord leur communiquer cet amour de la lecture, cette passion de la lecture, la passion du livre, l'importance du livre pour que demain, qui sait, ça sera peut-être ces enfants et tous ces élèves qui vont construire des grandes bibliothèques et qui vont faire la valeur de ce pays. Dans chacune de nos activités, on a toujours des livres qu'on distribue. Hormis ça, nous allons organiser des journées spéciales du livre. Et nous avons un projet futur, c'est la construction des bibliothèques dans les écoles et dans les quartiers. Le goût de la lecture et son importance sont bel et bien imprégnés dans l'esprit de ces écoliers. C'est très important parce que sans étudier, sans lire, tu es nul, tu es foutu. Donc il faut connaître à lire et à écrire. À ce moment-là, tu seras aussi respectué partout que vous allez passer. Ça me manque des choses que je ne savais pas. Il y a beaucoup de choses que je découvre dans les livres que je ne savais même pas. L'analphabétisme est un mal qui gangrène la société congolaise. La lecture est l'un des moyens efficaces pour y remédier. D'où une attention particulière s'avère importante.
nazalaka na yaya, nazalaka na yaya, Yesu yaya nanga, nazalaka na yaya, yaya, ata maladi telemi, bomoi komi na suka, ngai na telemi na tatoli, Yesu lobiko nanga, yaya nanga, oh yaya, Yesu yaya nanga, nazalaka na yaya, Yesu yufandi na likulo, unakubatela bomoi nanga, atabanguna batelemi, nakelela kakobo na yo yaya, nazalaka na yaya, oh yaya, na yaya, Yesu yaya nanga, nazalaka na yaya, Yesu makasi nanga, yodelulezo nanga, ufanayo nekuluzu, tangu ndemikamwa nanga, yaya nanga, oh yaya, na yaya, Yesu yaya nanga, nazalaka na yaya, ne serait ma vie sans ta yaya, ne serait ma vie sans ta, ne serait ma vie sans ta, ne serait ma vie sans ta, ne serait... Merci Madame Linda, c'était agréable. Vous êtes aussi chantre, vous chantez vraiment bien. Après, surtout ce que vous faites autour de vous, c'est quoi le message que vous essayez de véhiculer dans la société, auprès de jeunes filles particulièrement? Voilà, le plus grand message que je transmets dans tout ce que je fais, dans mon album, dans mes livres, pour la ligne de vêtements, l'ONG, c'est le résumé de mon album. Le Dieu qui te voit, c'est même le titre de l'album, El Roi. C'est un mot hébreu dans Genèse 16, 23, 16, 13 plutôt, qui parle de El Roi. Plusieurs personnes traversent des moments difficiles. Nous passons tous par des moments de tribulation, le moment d'humiliation, le moment de rejet. Mais on a l'impression d'être seul dans cette bataille, d'être seul dans ce combat. Et juste parce que nous avons l'impression d'être seuls, on cherche des issues des parts et d'autres. On cherche les secours auprès des hommes. On cherche des secours auprès de l'occultisme, dans la magie, dans la sorcellerie, dans la prostitution. Mais lorsque nous nous rendons compte que le regard du Créateur, de Dieu, est sur nous, on sera plus sécurisé, plus en paix et nous allons relever notre tête. Donc le plus grand message que je transmets à toute personne, c'est le regard de Dieu est sur toi. Même quand je vais vers ces enfants-là, c'est juste pour qu'ils sachent que le regard de Dieu est sur eux. Et Dieu nous a envoyés, on a été des instruments par lesquels Dieu est passé pour venir à leur aide plutôt. Et lorsque nous partons vers eux, on ne s'arrête pas seulement à apporter, mais nous apportons aussi l'évangile au-delà des vivres, au-delà du matériel. On apporte aussi l'évangile à ces personnes, au fait. Justement, vous l'avez dit et je l'ai dit, vous êtes aussi présidente de l'ONG Ampelode. Et dans l'ONG Ampelode, il y a aussi l'assistance des orphelins, des enfants abandonnés, des désœuvreux et tout ça. C'est quoi votre mission principale dans l'ONG? Dans tout ce que vous faites, tout ce qui vous entoure, parce que ça va dans le même sens plus ou moins. Transformer les vies au travers du Christ. C'est vraiment ça l'objectif, parce que je suis aussi évangélisatrice. Depuis que j'ai reçu Jésus, c'est pendant plus de 15 ans, plus de 20 ans, c'est ça que j'ai eu à faire, l'évangélisation dans la rue, auprès des amis à l'école. Donc je n'ai fait que ça pendant plusieurs années. Plus de 20 ans, j'étais dans l'évangélisation.
C'est seulement après que Dieu m'a orienté dans la musique, m'a orienté dans l'écriture. Mais je me suis rendu compte, mais c'est l'évangélisation, c'est que je fais au travers de la musique. Mais c'est l'évangélisation, c'est que je fais au travers de l'écriture. C'est encore l'évangélisation que je fais au travers de l'ONG. Donc, nous apportons, nous véhiculons des messages positifs qui aident l'être humain à pouvoir prendre conscience de ses capacités morales, intellectuelles et aussi spirituelles. Et dans la spiritualité, nous aidons cet homme à faire la rencontre avec Dieu. C'est très important. Alors, Madame Linda, vous savez, hein, dans notre culture, la lecture, vraiment, ce n'est pas notre fort. Vous avez donné tant de conseils dans votre ouvrage. Vous avez même donné des secrets, des révélations dans votre ouvrage. Et alors, dites-moi, comment vous allez faire pour aider, sensibiliser la génération, la nouvelle génération, la jeunesse, à se donner à la lecture aujourd'hui pour profiter aussi de ces conseils qui est souvent donné dans les livres, mais qui n'est pas découvert? Parmi les choses que nous faisons, c'est des conférences. Nous organisons souvent des conférences avec l'ONG parce que l'ONG est dans la promotion de l'éducation, de la lecture et les orphelins défavorisés. Donc, ça m'aide en tant qu'écrivaine. Je milite pour la promotion de la lecture en organisant des conférences à l'ONG, des conférences dans des écoles, dans des universités. Donc, chaque mois d'avril, surtout le mois d'avril, c'est vrai que tout le long de l'année, on a aussi des activités que nous organisons autour du livre, mais nous sommes vraiment focus sur le mois d'avril qui est consacré à la journée internationale du livre et droit d'auteur. Et nous, cette journée est consacrée à des tournées que nous effectuons dans des écoles où nous motivons les enfants à l'amour au goût de la lecture et en même temps, on distribue toujours des livres gratuitement. Et on fait aussi des activités dans les écoles. Donc la bataille, elle est encore longue, mais je sais qu'un jour, on finira par y arriver. L'essentiel, c'est de savoir là où Dieu vous veut. Madame Linda, savez-vous là où Dieu vous veut? Exactement. Alors, pouvez-vous nous dire là où Dieu vous veut, vous? Peut-être ça nous aidera, nous tous, de savoir aussi comment découvrir là où Dieu nous veut. Déjà, je disais que je sais exactement là où Dieu m'emmène, mais c'est vrai qu'avec Dieu, on ne peut pas tout maîtriser. Il garde toujours des surprises, il garde toujours un côté mystère et tout pour lui, pour nous surprendre aussi à nous-mêmes. Mais la chose qui m'a permis de savoir c'est que je suis, où est-ce que je vais, c'est par l'intimité avec le Saint-Esprit. Donc il y a plusieurs années, je pense que c'était en 2014, que j'ai découvert tout ce que j'étais. Donc tout est écrit, noté quelque part dans un cahier et tout. J'avais noté tout ce que Dieu me disait, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Mais chaque année, à chaque période, il y a quelque chose de nouveau que je sors du cahier. Je sors de la théorie pour la pratique. Donc même pour la ligne de vêtements, pour le magazine que j'ai lancé, ce sont des choses que Dieu m'avait données depuis 2014. Mais ce n'était pas le moment de les lancer. J'ai attendu cette année que l'ONG, que la musique, le livre puissent vraiment trouver des fondations solides pour que nous puissions lancer. Et ce n'est pas fini. En 2018, vous allez encore découvrir une autre facette de Linda. Quelque chose de nouveau encore que je veux sortir des écrits, des livres. Voilà. Oui. Donc il y aura toujours quelque chose de nouveau jusqu'à ce que je puisse tout sortir. Et là, j'aurai accompli ma mission totalement et je retournerai auprès du Père. Alors, femme, force motrice, ce n'est pas la force physique, ce n'est pas la force, mais plutôt c'est la force mentale. Alors, femme, soit une force motrice. Merci à vous, Madame Linda, pour cette intervention. Voilà. Nous vous disons à la prochaine. Merci énormément. Avec Nandi Angalikiana.